en direct avec Brice Montagne, qui représente le mouvement européen d'un certain ancien ministre de l'économie grec. Finance, oui, c'est pas pareil. Quelque chose près. Varoufakis, qui s'appelle... Diem 25. Diem 25, oui. Alors, pourquoi, comment le nom, ça devient d'où? Democracy in Europe Movement 2025. On pouvait pas le dire en grec? Non, je plaisante. Mera, et je ne sais pas dire 25 en grec. Voilà, mais c'est un bon début. Alors, est-ce que tu peux nous définir rapidement les objectifs de ce mouvement? L'objectif de ce mouvement, c'est de démocratiser l'Europe. D'ailleurs, c'est dans le titre, évidemment. Pourquoi 25 d'ailleurs? Parce que notre objectif, c'est que en 2025, on ait lancé un processus constituant d'assemblée constituante en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser l'Europe? Pour nous, ça peut s'articuler autour de 4 axes. C'est-à-dire que tu peux pas avoir de démocratie dans un monde qui meurt. Ouais. Donc, il faut lutter contre le réchauffement climatique, et nous, on propose ça à travers un Green New Deal. On peut pas avoir de démocratie s'il y a une petite partie de la population qui concentre tout le pouvoir politique. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut changer les institutions. On peut pas avoir de démocratie si la même petite partie de la population qui concentre le pouvoir politique concentre aussi le pouvoir économique. C'est vrai. Donc il faut répartir les richesses et lutter contre le capitalisme. Et enfin, on peut pas avoir de démocratie si on lutte pas contre toutes les discriminations, que ce soit sur la base de la classe, du genre, de la race, donc vraiment en sens antiraciste du terme. Hein. Oui, non, parce que la race, enfin, dans les épisodes précédents, la race avait disparu, donc on pouvait plus être raciste, parce que ça n'existait pas. Exact, mais dans de plus en plus de mouvements antiracistes, il y a cette... Mais alors là, vous êtes dans... Alors attends, tu m'interromps au milieu des trucs. Oui, mais c'est le but. Je termine juste... Est-ce que tu arriveras à tenir ton discours? Ouais, je vais réussir à terminer mon discours. Ah, ça, c'est pas sûr. Exactement. Bon, pour le coup, t'interrompre. c'est terminé, du coup, sur toutes les formes de discrimination, celles que j'ai fait, ainsi que, évidemment, celles qui sont sur les croyances ou les prises de position philosophiques ou politiques. Et quand on réussit à faire le lien entre tous ces points-là, on peut avoir une Europe démocratique. Alors, du coup, est-ce que tu es Mila? Non, tu es Brice, on le sait, mais je suis, vous appelez Leblanc, c'est juste, mais le cas Mila qui est vachement intéressant parce que c'est une lesbienne qui en vient à finir à insulter les religions et particulièrement l'islam. Et donc du coup, est-ce que tu choisis ton camp entre Mila ou quand même elle a insulté la religion, c'est pas bien? Alors, ça s'appelle le principe d'intersectionnalité, le 4e point qu'on évoque. Juste pour terminer la question de la race, dans beaucoup de mouvements antiracistes maintenant, il y a cette demande qu'on envisage la race comme pas quelque chose donc de génétique, comme c'était le cas dans les milieux racistes au siècle précédent, mais comme quelque chose de socialement construit. Donc comme c'est socialement construit, ça peut être déconstruit. Donc vous voyez, c'est une race? Non, mais c'est une forme de discrimination. Être de la classe populaire... Ça peut être un emploi aussi. Oui, mais si on va dans ce sens-là, être de la classe populaire, c'est quelque chose qui peut susciter des discriminations. Parce que il y a un accès à l'emploi, il y a un accès à une sécurité, etc. Oui, mais ça c'est au normal. pouvoir politique. Il y a Marx qui a très bien décrit ça dans le Capital. Mais bien sûr. Mais on appelle ça lumpenprolétariat. Mais est-ce que c'est pas dangereux de diviser en sous-catégories le lumpenprolétariat parce que on perd de la force pour défendre en général face au capitalisme? Est-ce que finalement cisgenrer, faire afro-américain, homosexuel, skieur alpin, on a tellement de subdivisions qu'on s'affaiblit face au capitalisme? Et d'ailleurs les gender studies proviennent du pays du capitalisme. Est-ce que c'est pas les idiots utiles, pour reprendre du vieux communisme, Lénine, les idiots utiles du capitalisme, ceux qui subdivisent comme ça, qui font la distinction entre une femme, un ouvrier, lesbienne, d'un jardin, canapé? Je crois que s'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est développé ces dernières décennies, c'est justement cette question de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que différentes formes de discrimination qu'on peut subir, que ce soit sur la base du genre, de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau ou de la croyance religieuse, en fait, ne sont pas séparées les unes des autres. Elles s'entrecroisent, elles se superposent. Ce qui fait que il y a certaines catégories de la population qui combinent plusieurs formes de discrimination qui sont les plus éloignées du pouvoir. Et
ça ne veut pas dire évidemment que la vie d'un ouvrier blanc au chômage est rose. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que les difficultés auxquelles il fait face sont multipliées par 2, 3 ou 4 si en plus on est une mère célibataire de descendance africaine et lesbienne. Oui. Si on combine tout, effectivement, ça met de plus en plus d'éloignement par rapport au centre du pouvoir. Et la grande dynamique actuelle qu'il faut trouver, c'est comment réconcilier ces recherches de justice qui sont horizontales, donc entre les membres du prolétariat ou du précariat, à voir quel mot on décide d'utiliser aujourd'hui, et la recherche d'une justice qui soit verticale sur la division des richesses par rapport au capitalisme. Et il y a une demande qui est très très forte là-dessus. Je voyais encore des commentaires là-dessus sur les réseaux sociaux hier, et qui d'ailleurs s'exprime aux États-Unis dans la campagne Bernie Sanders. C'est reconnaître le fait que, ok, il y a le capitalisme, mais le capitalisme a aussi cimenté des divisions sur la base du genre ou sur la base de l'origine ethnique, qui aujourd'hui font un obstacle à l'union des classes populaires dans leur globalité et dans toute leur diversité. Et donc du coup, en fait, l'objectif n'est pas de se dire « Ah, bon, c'était ça comme ça avant, et c'est comme ça qu'il faut faire », c'est de dire « On est à la situation là maintenant. On a pris en compte tel problème par rapport au racisme, par rapport au patriarcat au cours des décennies précédentes. Maintenant, comment est-ce qu'on réconcilie ça pour que véritablement toute la population soit représentée dans son intégralité, dans sa diversité, et pas seulement, voilà, on met des gens pour que ça fasse beau. La discrimination positive, tu parles. Ouais, plus que la discrimination positive, juste le fait de mettre une femme ici, une personne d'origine extra-européenne là, pour se faire plaisir, sauf qu'elle n'a aucun discours à porter et qu'elle n'a aucun rôle véritablement. Ce qu'a fait le Parti socialiste jusqu'à présent, en fait. Ce qu'ont fait beaucoup de partis. C'est les socialistes qui ont commencé. Outre. 83. Ouais, alors j'étais pas né. Comme le poisson. Non, mais est-ce que t'as pas l'impression que cette pensée, elle s'inscrit contre l'universalisme et contre l'esprit des Lumières? C'est-à-dire que l'universalisme considère que, en fait, je me fous de savoir si t'es un dromadaire, une chaise à porteur. Pour moi, un peu comme dans le christianisme, tu es mon prochain, et à ce titre, je te défendrai tout le temps. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis de la gauche à l'ancienne. Tu es battu, je veux pas savoir pourquoi tu es battu, je te défends. Que tu sois noir ou blanc, c'est pas mon problème, quoi. Ou même lesbienne, quoi, tu vois. Alors. Et tu as le droit d'être lesbienne, oui. Oui, absolument. C'est pas mon cas, mais sur le principe, évidemment, théoriquement, c'est le cas. Par rapport à ce que tu dis, par exemple, nous, on défend le concept de Green New Deal. Oui. Green New Deal. C'est un peu pour ça que t'es venu, en fait. C'est un peu pour ça que je suis venu. Mais une tasse de café, mais passons. Je ne bois pas de café. Green New Deal, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nouveau contrat social écologique. Donc, si on revient à Rousseau et à son contrat social, si on veut c'est un hybride, en fait, techniquement, entre le contrat social de Rousseau et le New Deal de Roosevelt. Mais New Deal de Roosevelt, qu'est-ce que ça veut dire? Dicté par Ça veut dire le nouveau Keynes. contrat social. Non, c'est la nouvelle donne, c'est plus du poker, c'est des Américains. Le truc, c'est qu'il y a une descendance philosophique là-dedans. Le contrat social de Rousseau infuse tout l'esprit des Lumières, l'universalisme dont tu parles, et les régimes parlementaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, si on veut un contrat social aujourd'hui qui soit universaliste, la différence qu'on peut l'avoir... Il y a une différence entre universaliste et universel. Au mieux qu'il soit universel. Disons le plus représentatif possible. Voilà. Si tu veux un contrat social qui soit le plus représentatif possible, dans cet apport qu'a apporté le réflexion sur les discriminations et l'intersectionnalité, ça veut dire que ce nouveau contrat social, il doit être écrit par le plus de monde possible. Et là, il sera légitime. Et là, tu arriveras à atteindre cette dimension. Oui, alors ça, on l'a déjà dit. On veut une constituante, que ce soit au niveau européen. Évidemment, il en faut aussi au niveau national. Mais ça veut dire que dans la manière dont tu constitues ta politique, même au niveau local, il faut que tu aies des assemblées populaires qui représentent tous les quartiers.
pour que le récit commun soit écrit par ceux qui vivent ce récit. La terre à qui la travaille, comme exactement. Et donc, si on veut atteindre l'émancipation des classes populaires et des classes moyennes, ça veut dire qu'il faut que c'est pas juste une personne ou un groupe de personnes intelligentes qui écrivent le programme, les sachants qui écrivent le programme sur un coin de table et qui se disent ça c'est des bonnes idées. Oui. La preuve c'est les miennes. La preuve c'est les miennes. Ce qui veut pas dire que nos idées sont forcément mauvaises. Ce qui veut dire, ça veut juste dire que leur légitimité est partielle. Mais on va te dire ouais mais le peuple il est con. C'est ce que je réponds en général pour justifier. Tu dis quoi à ça, un peuple déculturé ou pas culturé, etc., etc. Comment tu peux créer une constituante avec des gens qui savent à peine lire? J'exagère un peu, c'est pour te provoquer. Tu réponds quoi à ça du coup? Alors déjà, je vais dire un truc très con et très honnête. Moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce que tu viens de dire au cours des années. Ça fait des années que je rêve de démocratie et en même temps, ça fait des années que je me prends ces discours et que j'ai des doutes par rapport à ça. Et en fait, plus ça avance et plus je me dis non mais attends. Si tu dis que le peuple est con, ça veut dire fondamentalement t'es pas démocrate. Non mais il peut l'être. Non, mais ça veut dire que fondamentalement ça peut exister, ça peut être un fait aussi. C'est-à-dire qu'il faut envisager cette possibilité que le peuple. J'ai pas dit qu'il était. Mais non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que conceptuellement, si tu dis ça, ça veut dire que tu ne crois parce que la démocratie, encore une fois, concrètement, c'est dire le pouvoir du peuple. Oui. Donc si tu dis que le peuple est con, ça veut dire que il peut être devenu con. Mais attends, juste, je reviens à la base. Que une majorité n'est pas forcément pleine de sens. Attends, non, mais je reviens juste à la base. Si on croit à la démocratie, ça veut dire qu'on croit à la démocratie populaire. Oui. Sur le fait que le peuple, il est capable, comme n'importe quel être humain, du meilleur comme du pire. Mais s'il est capable du meilleur comme du pire, ça veut dire qu'il est capable du meilleur. Oui. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne le, on arrête de rééducation. Alors attends, il faut pas non plus se dire que tout ça se fait tout seul. Mais si tu regardes, voilà, moi j'ai participé à Nuit debout en 2016. J'ai observé avec d'abord un peu de la méfiance, je vais le dire, hein, les gilets jaunes au début, puis ensuite avec vraiment, j'étais waouh, les mecs, putain, et les meufs, elles assurent quoi. Parce que il y a eu un processus de réflexion commune qui a été ultra rapide pour se dire attends, le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème c'est la structure du pouvoir et c'est le capitalisme. Les assemblées à Commercy, moi je regardais. Les gens de droite te disent que c'est parce que l'extrême gauche a infiltré le mouvement. Ou parce que les gens quand ils commencent à réfléchir ensemble, en fait ils arrivent à réfléchir comme des êtres humains. Le truc inverse, histoire de voir si tu arrives à me répondre quand même. Tu vois, c'est bien. Mais moi, je pense que les gens sont pas cons, en fait, juste. Non, moi, je pense pas ça forcément, encore que des fois dans mon quartier j'ai des doutes. Mais non, mais attends, mais c'est pas parce que c'est assez intéressant quand tu regardes les expériences d'assemblée populaire, comme il y a pu en avoir en Irlande pour ouvrir le droit au mariage pour tous dans un pays qui est super catholique, pour ouvrir le droit à l'avortement dans le même pays super catholique. Il y avait aussi une expérience comme ça qui avait été faite à Gdansk en Pologne. Et tu te rends compte que les gens, en fait, tu leur donnes les bonnes informations, tu leur laisses le temps de réfléchir, ils vont prendre les décisions qui sont non seulement parfois intelligentes pour régler des choses aussi bêtes que la pollution dans la ville, ils vont prendre les bonnes décisions, mais aussi des décisions humainement progressistes comme ça a été le cas en Irlande. C'est juste que quand on met les gens dans une position d'infantilisation permanente, on leur dit oui, non, t'as pas la place pour projeter l'imaginaire et dire quoi. Alors, très bien. Quel outil maintenant pour instruire les gens, informer les gens? Sachant que tu es en compétition avec la presse, dont on ne dira pas de mal, mais on sait que si elle était bonne, ça vaudrait la peine de la lire. Comme je dis souvent, pourquoi acheter la presse papier quand on peut avoir un mensonge gratuit sur Internet? Voilà, comment on forme. Ce qui est intéressant, c'est de recompiler les sources. Voilà. Donc oui, voilà, oui, mais les gens n'ont pas forcément le temps. Enfin, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Moi, non, mais c'est aussi une question d'éducation à l'école. Donc on reforme l'école. Non, à terme, évidemment.
C'est très intéressant. Tu regardes quand c'est Jules Ferry, je crois, qui avait mis. Ça dépend quoi. Je dis oui parce que il est en lien avec la Troisième République et l'école, oui. Mais Jules Ferry, qui donc avait travaillé sur la question de l'école publique gratuite obligatoire, Ouais. qui disait il faut absolument qu'on fasse cette école pour promouvoir notre modèle. Parce que sinon, si on le fait pas, c'est les monarchistes qui vont garder le monopole sur l'école. Oui. Et sinon, non. Et sinon, si c'est pas eux qui le font, c'est les socialistes qui vont faire leurs propres écoles. Ah, les salopards. Ah, les salopards. Et ils vont éduquer les masses populaires. Les bâtards. Il en est pas question de seule seconde. Et il n'en est pas question une seule seconde. Donc il y a évidemment un modèle. Dans le mouvement, il y a un truc prévu pour mettre en place, mais concrètement, parce que qu'on en parle, je n'en doute pas une seule seconde, mais qu'on l'applique, c'est... Alors, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est plutôt de parler qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Oui. Parce que l'arrivée au pouvoir, on ne sait jamais quand elle peut être. Oui. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on est capable de faire des processus, des structures de formation populaire permanente. D'accord. Il y a une amie qui est d'ailleurs une camarade qui travaille dessus dans DM25 et où elle, son cheval de bataille, c'est le processus de formation permanente. Et c'est comme ça qu'on peut faire de l'éducation populaire aussi. Donc, en allant, voilà, faire une formation sur qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est un plan de changement de système. Ça, c'est ce qu'on a fait ces derniers jours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi aller faire des formations sur la prise de parole publique. Parce que le pouvoir dans la cité, c'est comment est-ce que j'arrive à m'exprimer. Oui, sur l'agora. Sur l'agora grecque. On nous apprend jamais ça, et donc il y a des tas de gens qui n'osent pas s'investir en politique, même si ils ont la légitimité, même si elles ont la légitimité. Parce que, d'ailleurs, nous, quand on avait fait une formation au Luxembourg, parce que je viens de Luxembourg, c'était que des femmes qui étaient venues. D'accord. Parce que, structurellement, on dit, ok, c'est un mec, donc la société dit qu'il a raison. La tradition dit qu'il a raison. Et du coup, il est super important de faire ces processus de formation pour donner les outils au plus grand nombre de personnes de s'émanciper eux-mêmes et ensuite de faire ce qu'ils ou elles ont à faire. D'ailleurs, je trouve ça vraiment top de voir des groupes locaux qui d'un coup fleurissent comme ça. Où les personnes se prennent en main et elles vont faire leur propre présentation de tel truc de programme, etc., etc. Et du coup, il y a cette déhiérarchisation, y compris des structures de pouvoir au sein d'un mouvement. Parce qu'on va pas se mentir, elles existent. Oui. Mais il y a que comme ça qu'on peut déhiérarchiser nous-mêmes et donc du coup la société par la suite. Enfin, on retourne à l'anarchisme, pas l'anarchie et pas le chaos, je dis l'anarchisme. Avec des théories genre proudhoniennes. Non, j'ai pas dit qu'on réinventait le fil à couper le beurre. Non, mais... Ou trancher au shot, je ne sais plus. Il y a un mème que j'ai vu sur un très bon... une très bonne page Facebook qui s'appelle Existential Comics. Ouais. Qui dit, c'est une BD... Donc, BD existentielle, il ferait le signe de texte. Voilà, les BD existentialistes, et absolument faut le lire. Et ce même dit, je me considère comme un vrai centriste. Je trouve que les communistes et les anarchistes ont tous deux des arguments très convaincants. C'est pas mal. Alors, on va dire pourquoi t'es venu ici, c'est le Green New Deal. Donc, absolument. On revient. Ah, revenons-y. Donc, on va pas dire bon, nouvelle donne, tout ça. Bon, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc à Perpignan pour le, il y a une mise en place à Perpignan du Green New Deal. Donc pour le coup, de l'explication. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau local, tu veux dire par exemple? Ouais. Non, qu'est-ce que tu viens faire ici concrètement? Tu vas faire une conférence? Ouais, on a fait. Alors on a eu deux formats différents. À Perpignan, puis on avait à Rivesaltes hier aussi. À Perpignan, j'ai un film qui s'appelle Push sur la crise du logement au niveau mondial. Et qui est alors ce film t'en sort, à la fois t'as le cœur crevé et ça dépend, si t'es capitaliste, tu dis que c'est grâce à ça que tu vis. C'est vrai. Faut savoir se mettre à la place des autres. C'est vrai. Mais donc qui montre comment dans des tas de villes de par le monde,
on laisse des bâtiments dépérir pour ensuite les racheter avec des fonds d'investissement, faire des bâtiments neufs ou les remettre à les rénover. Et en fait, ensuite, c'est les fonds d'investissement qui sont directement c'est locataires et qui permettent du coup d'augmenter les loyers, de pousser les catégories populaires hors des villes et qui ont comme conséquence d'avoir une insécurité immobilière qui augmente un peu partout dans le monde. D'ailleurs, rien qu'en Europe, il y a 50 millions de familles qui sont en précarité énergétique, donc avec des logements mal isolés, etc. Donc c'est énorme en termes de... Ça fait... si on compte des... allez, ça fait 100 millions, 200 millions de personnes, peut-être plus encore, dépendant de la taille des familles, quoi. Donc, et ensuite on présente le Green New Deal. Donc les réponses qu'on apporte à ça sur les 4 piliers que j'ai mentionnés au début de la conversation. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire au niveau local ? On l'a déjà indiqué, qu'il y ait des assemblées populaires par quartier, que ces assemblées populaires par quartier aient un véritable pouvoir vis-à-vis de la mairie, donc que la majorité qui arrive à la mairie soit engagée à respecter les décisions des assemblées populaires qui sont liées à leur mouvement. D'accord. Est-ce qu'il y a révocation de l'élu ou du représentant qui est inclus dans vos chartes? Alors, normalement, il faut que ce soit le cas. Et le mandat impératif dans la foulée? Le truc, c'est que le mandat impératif dépend de la révocation. Oui, voilà, aussi. Légalement, il y a pas cette possibilité-là en France. Mais ça veut dire par contre que n'importe quel mouvement qui s'engage à faire ça doit l'élu point E qui décide de s'engager sur une telle liste doit s'engager, si le mouvement le demande, à descendre de sa position. Pour le moment, on ne peut faire que ça. Mais de la même manière que je te disais tout à l'heure, pourquoi Diem 25 c'est un mouvement? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de parti au niveau européen, il n'y a pas de véritable parti éco-socialiste, on va dire. Nous on dit fédéralisme démocratique au niveau européen. Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que légalement, ça n'est pas possible. Et donc, la combine qu'on a trouvée pour réussir à véritablement s'organiser, c'est le mouvement qui dirige du coup les partis au niveau national. D'accord. Et ça nous permet de se glisser dans les interstices de la loi et de faire naître cet idéal d'union des classes moyennes et des classes populaires à travers les frontières dont on a besoin pour lutter contre un Google, un Amazon ou un BlackRock. Parce que, comme on l'a vu dans le film l'autre soir, BlackRock fait partie de ces fonds d'investissement qui rachètent du bâti à tour de bras partout dans le monde pour ensuite le remettre sur le marché beaucoup plus cher et pousser des gens à la rue. Et on ne gagnera pas contre des entreprises pareilles tant qu'on n'est pas capable de se mobiliser dans plusieurs pays de manière simultanée pour dire stop. Quand on est capable de faire ça, là, on aura le levier pour avoir la victoire. C'est bien. Là, on met la... Et t'es bon, c'est dans la boîte, ça y est, Brice Président. Qu'est-ce que je veux dire? Il y en aura d'autres encore, des interventions du Green New Deal ici? On peut annoncer, je veux dire? On peut pas les annoncer parce que maintenant, du coup, on a annoncé 2 choses. Que vous avez déjà faites et t'allais partir quand je t'ai retenu. Exactement, je m'ai fait rater mon train. Non, il y a 2 choses qu'on a annoncées. Les gens qui veulent se former au Green New Deal peuvent nous contacter. Sur une page, un numéro de téléphone. Alors, vous allez vous inscrire sur diem25.org, vous envoyez redis-le, diem25.org. Diem, comment tu l'écris? DIEM25.org. Vous allez vous inscrire, vous nous envoyez un mail et on vous inclut dans le programme de formation du Green New Deal. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le Green New Deal, bon, c'est une campagne, on a différents partenaires qui sont avec nous là-dessus. Mais ce qui est important, c'est aussi, une fois qu'on a fait le processus de formation là-dessus, c'est aussi qu'on fasse le processus de mobilisation. Et donc, l'autre chose qu'on a annoncé, c'est une manifestation à Luxembourg, le cœur du système d'évasion fiscale en Europe, le 28 mars prochain. D'accord. Pour directement aller faire coucou
aux entreprises, on les appelle les Big Four, qui organisent l'évasion fiscale en Europe. Ouais. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu de tentative d'organisation de manifestation de masse là-bas. Et donc, il y a deux choses. Soit, évidemment, vous pouvez faire ce processus de formation. Et vous pouvez aussi venir au Luxembourg le 28 mars. Allez, on fait c'est cadeau. 10 voitures depuis Perpignan. Ouais. Avec vos couleurs. Vous êtes de telle liste municipale. Vous êtes de tel parti qui se reconnaît dans ce qu'on défend. Même de manière capillaire. Tu disais tout à l'heure. Louis Alliot peut venir. Alors bah pas trop, parce que j'ai pas l'impression qu'il lutte contre toutes les formes de discrimination. Mais si, mais sa manière brutale et pataude. J'ai pas l'impression non plus que l'extrême droite ait été un grand ennemi du capitalisme. Alors ça dépend. Sous Le Pen, c'était des grands alliés, ils étaient très réganiens. Et sous Philippot, c'était l'inverse. Là, maintenant, je crois qu'eux-mêmes savent plus penser. C'est ça. Si je dois résumer un peu leur pensée économique. Donc, voilà. J'ai comme un doute. Donc, est-ce qu'il y a une page Facebook aussi? Pour le Green New Deal? Ouais. Ouais, ça, c'est Green New Deal pour l'Europe. Vous pouvez trouver ça sur Facebook, c'est la page Facebook France. Donc ça regroupe toutes les organisations partenaires, pas seulement Diem 25. Vous pouvez aussi décider de participer à cette campagne sans être de Diem 25. Ouais. Vous pouvez décider de faire rentrer votre organisation dans le collectif de conseil de la campagne. Ouais. Donc même si c'est une organisation locale, hein. Il y a des organisations locales qui ont participé à la Guilde des chocolatiers de Perpignan par exemple. Mais sérieusement, si la Guilde des chocolatiers de Perpignan veut réfléchir à comment faire la transformation écologique, la Guilde des chocolatiers de Perpignan, elle est la bienvenue. Bien, non, si ça a du poids, si tu veux. Si ça, mais je vais en parler. Donc voilà, eh bien, Brice Montagne, merci. Tu reviendras pour la suite de tes aventures du Green New Deal. Peut-être au printemps, c'est à définir ensuite avec les gens ici, des différentes... parce que voilà, c'est ce qui m'a fait venir. Voilà, c'est sa faute à elle. Voilà. Donc, Benjamin Lucas, c'était déjà de sa faute. Voilà. Donc les différentes structures qui sont dans la liste et qui ont décidé de me faire venir, si jamais on a envie de nouveau de faire progresser quelque chose, on peut y aller, parce que ce qui est important dans le municipalisme, c'est pas que la ville, c'est la fédération derrière. La fédération des villes, c'est pour ça qu'on parle de fédéralisme démocratique. C'est ce que veut Robert Ménard avec Louis Alliot. Ouais, mais encore une fois, je suis pas sûr que sur les quatre piliers, on est d'accord. J'ai comme un doute. Brice, merci beaucoup. Je t'en prie.